êtes viticulteur et ancien député du Rassemblement national. Merci de participer à Frontières la matinale. Bienvenue chez nous. Merci à vous. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet pour vous faire écouter quelque chose. Alors que la révolte paysanne reprend de l'ampleur en France, l'agriculteur Paul Maugenot dénonce le traitement réservé au mouvement. On écoute tout de suite. Dimanche, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau nous expliquait qu'il y aurait une tolérance zéro pour les agriculteurs. Aujourd'hui, nous, on veut juste gagner notre vie avec notre métier. On brûle pas les bus, on casse pas les collèges. Ces gens-là se disent les héritiers de la politique de Jacques Chirac ou de Georges Pompidou. On est plus maltraités que les écoterroristes de Sainte-Soline. Grégoire de Fournas, vous entendez ça vous-même, effectivement, vous êtes viticulteur, vous êtes dans une circonscription, vous étiez élu dans une circonscription qui était aussi assez rurale. Comment est-ce que vous comprenez la réaction actuelle du gouvernement ? Moi, ce que je vois surtout, c'est les agriculteurs qui se rendent compte en fait qu'on les prend pour des imbéciles pour une simple et bonne raison, c'est que on ne fera pas une autre politique avec ceux qui ont mené une politique qui est en train de détruire l'agriculture depuis maintenant 40 ans. Et on voit bien que dans les réponses qui sont apportées par le gouvernement, finalement, on a des réponses cosmétiques qui ne répondent absolument pas aux préoccupations premières que sont celles des agriculteurs, c'est-à-dire de pouvoir tout simplement vivre de son métier. Et on voit dans le même temps un gouvernement effectivement qui se durcit. C'est vrai que M. Darmanin n'avait pas les mêmes mots aussi durs que M. Retailleau vis-à-vis des agriculteurs, ce qui est problématique parce que face aux agriculteurs qui sont les gens qui nourrissent la population, qui entretiennent la ruralité, qui sont un élément constitutif du patrimoine français, la réponse du gouvernement, ça ne doit pas être celle de menacer contre d'éventuels débordements, mais d'apporter des réponses politiques, ce qu'il ne fait pas. Alors, effectivement, moi, au-delà d'effectivement, il y a la réaction du gouvernement. Bruno Retailleau, il faut quand même nuancer ce qu'il disait. Il disait qu'il comprenait les revendications des agriculteurs, mais qu'il y aurait une tolérance zéro sur les actions. Comment ça se passe chez vous actuellement en Gironde, ces révoltes ? On a eu la rocade qui était bloquée notamment par la coordination rurale du Lot-et-Garonne hier. C'est une mobilisation qui, comme partout en France, est suivie. Mais moi, ce que je veux que vos auditeurs comprennent, c'est que le gouvernement, parce qu'il ne veut pas régler les problèmes de fond, que sont le problème de rémunération, le problème de concurrence déloyale, le problème de l'inflation, de l'ivresse normative qui étouffe les agriculteurs, est en train de focaliser le débat sur le Mercosur, qui est un vrai sujet, mais qui n'est pas responsable du déclin agricole qui est celui de l'agriculture en ce moment. Le Mercosur n'est pas en application, le traité de libre-échange n'est pas en application, donc c'est pas lui qui est responsable du fait que les agriculteurs aujourd'hui ne vivent pas de leur métier. Ce qui en est responsable, c'est le libre-échange qu'on a mis en place depuis le début des années 90, qui a mis en concurrence déloyale l'agriculture française avec le monde entier. C'est l'ivresse normative, où on parle beaucoup des surtranspositions, mais c'est toute la surréglementation qu'on a imposée en France par rapport aux normes européennes, et c'est la question du prix. Les agriculteurs sont défavorisés dans le rapport de force avec la grande distribution et les grands industriels, et ça, les gouvernements successifs n'ont jamais voulu régler le problème, et aujourd'hui, tout ça explique le ras-le-bol des agriculteurs et surtout leur détresse. Alors juste un mot sur le Mercosur pour expliquer à nos auditeurs qui ne le sauraient pas, mais c'est un traité donc de libre-échange entre l'Union européenne et l'Amérique du Sud. Vous-même en tant que viticulteur, c'est quelque chose qui est censé vous avantager à titre personnel. C'est-à-dire qu'en fait, on dit généralement que le vin, c'est ce qui est favorisé dans les traités de libre-échange au niveau international. C'est quand même ce qui s'exporte, un des produits français qui s'exporte le mieux. Concrètement, ça vous avantagerait le Mercosur à titre personnel pour votre exploitation ? Moi, ça, c'est un argument qui est avancé par tous ceux qui ont voulu le libre-échange, qui le veulent encore d'ailleurs. C'est cette logique mondialiste et finalement ce chantage qui reviendrait à nous dire si nous revenons à une politique plus protectionniste, vous ne pourrez plus exporter du vin. Moi, je viens d'un département qui s'est construit, d'un bassin viticole qui s'est construit sur des exportations de vin, non pas grâce au traité de libre-échange de Madame van der Leyen, mais grâce au mariage d'Anne d'Aquitaine avec le roi d'Angleterre. Vous voyez, donc ça fait des siècles qu'on exporte du vin et on n'a pas eu besoin de ce libre-échange, de cette idéologie mondialiste pour y arriver, et on continuera à vendre du vin dans le monde entier. Mais il y a aussi, moi je voudrais dire ça à mes amis viticulteurs, c'est que l'export c'est très bien, mais il y a le marché intérieur aussi. Et on diabolise le vin dans notre pays. Vous savez que Jérôme Fourquet, qui est directeur de l'IFOP, a expliqué que la consommation récréative était passée du vin au cannabis, parce que nous sommes dans un pays qui diabolise le vin et qui songe ou qui réfléchit à légaliser le cannabis. Et ben voilà le résultat. On a effondré la consommation du vin, qui est pourtant un élément civilisationnel important dans notre culture, et on en paye, les viticulteurs en payent le résultat.
c'est intéressant. Je regardais il y a quelques semaines, pour aller dans votre sens, je regardais il y a quelques semaines une carte du taux d'alcoolisme en Europe. Et en fait, elle est sur le miroir inverse de la consommation de vin. Et pareil, sur les morts liées à l'alcoolisme, pardon. Et effectivement, on constate que, quelque part, c'est bête, mais le vin, c'est un bon alcool, évidemment, s'il est consommé avec, sans trop d'excès trop souvent. Mais le fait est que c'est un alcool qui est pas mauvais pour la santé, contrairement à, par exemple, ce qui peut être produit dans les pays de l'Est. Je pense à la vodka, je pense aux alcools forts en général, etc., qui, eux, pour le coup, vont avoir des conséquences qui sont réellement néfastes pour la santé. Et en fait, il y a une sorte d'amalgame qui est fait entre tous les alcools. Même la bière, par exemple, c'est bête, mais ça n'a pas non plus de conséquences très positives, en tout cas aux mêmes doses que le vin, sur la santé. Comment vous expliquez le fait qu'on amalgame tout sur le sujet de l'alcool, parce que c'est vraiment important comme sujet quand même? Parce que je crois que les gens qui sont les adversaires de l'alcool sont en réalité les adversaires d'un mode de vie, en réalité. Voilà, c'est que le vin, encore une fois, je disais tout à l'heure, c'est un élément civilisationnel et que ça dérange une certaine partie de la gauche parce que c'est identifié comme étant français. Voilà, mais ces gens-là n'aiment pas, je dois le dire, n'aiment pas la culture française et donc s'y attaquent par tous les biais. Là, c'est sous l'angle de l'alcoolisme contre l'alcool, mais ça va être la consommation de la viande sous prétexte de gaz à effet de serre. Enfin voilà, tous les prétextes sont bons finalement pour s'attaquer à un modèle, un mode de vie qui est le nôtre et ça, il faut être capable de pouvoir effectivement ne pas aggraver l'alcoolisme dans notre pays, mais prôner une consommation responsable et puis redevenir fier de ce qu'on fait, quoi. Voilà, patrimoine. Exactement, le vin français, c'est une fierté française, il faut être capable de l'assumer. Tout et ça. On parle du vin, mais moi je connais une personne dans mon entourage qui lui c'est plutôt dans les spiritueux, donc cognac, cognac et d'autres spiritueux. Il parle vraiment de cette diabolisation de surtaxe au quotidien et que lui il est en train de créer son entreprise. C'est extrêmement compliqué aujourd'hui pour les jeunes qui se disent allez go, on se lance dans du Made in France, dans le patrimoine, on remet en avant, on remet en valeur. Comment donner cette motivation à cette jeunesse de reprendre la main quand les agriculteurs se suicident, quand les taxes sont de plus en plus élevées, quand ils ont à peine commencé à travailler, qu'ils n'ont déjà plus d'argent? Comment les motiver en fait en réalité? Comment on donne un espoir quelque part? C'est intéressant parce que moi j'étais député quand l'Assemblée nationale a examiné la loi d'orientation agricole et on avait un ministre qui nous expliquait que c'était en développant des points... des points installation dans les champs d'agriculture avec des enseignes que soi-disant on allait inciter les jeunes à s'installer dans l'agriculture. La difficulté, si vous voulez, c'est qu'un agriculteur, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez, c'est-à-dire simplifier les démarches administratives, donner une aide de dotation aux jeunes agriculteurs, des subventions, voilà. Mais le problème, c'est le revenu. Bien sûr. Voilà, c'est le revenu, c'est qu'aujourd'hui on n'est pas capable de garantir à un jeune qui s'installe qu'il puisse vivre de son métier. Ça par faiblesse politique, je suis désolé de le dire, mais vous savez qu'il y a tout un débat sur les prix minimums. Moi je suis atterré, même parfois je dois le dire quand même, de la réponse de certains syndicats sur le sujet. On nous dit oui, vous voulez une économie administrée, mais rappelons-nous ce qu'était la PAC avant 92, c'était hyper administré et ça a d'ailleurs donné d'excellents résultats. On est passé des tickets de rationnement à la fin de la guerre à une surproduction 20 ans plus tard. Donc, et ce qui est incroyable, c'est qu'on n'est pas capable de voir ce qui a marché par le passé, des erreurs qu'on a pu commettre qui sont des erreurs récentes. L'OMC, c'est 1994, ça a 30 ans, c'était la mondialisation de l'agriculture, mais on doit être capable aujourd'hui de se rendre compte des erreurs qu'on a pu faire et qui ne sont pas des erreurs qui sont si anciennes que ça. Mais non, on est dans un carcan idéologique qui nous est imposé par beaucoup de gens et qui nous empêche de trouver d'autres solutions qui soient des vraies solutions de fond pour les agriculteurs. Et s'ils ne vont pas dans les rues, finalement, on a l'impression que on peut les laisser mourir et que ça ne changera rien. Ce matin, j'écoutais sur Europe 1 en venant au travail avant de crever mon pneu une femme expliquait que elle a 2 enfants. Elle disait j'ai 2 enfants, je suis en dépression, j'aide mon mari dans leur exploitation agricole. Elle est au RSA. Mais comment vivre? Comment on vit en fait? Pour être viticulteur, je connais ce monde-là et les difficultés financières. Si vous voulez, ce sont les agriculteurs qui décapitalisent, qui avaient pu mettre des biens de côté, qui sont en train de les vendre pour pouvoir maintenir à flot leur exploitation. C'est souvent le conjoint qui va travailler pour faire vivre la famille pendant que le mari travaille lui énormément mais n'en tire pas de revenus. C'est très difficile. Ou accumule de travail.
Certains cumulent deux travails. Aussi, oui. Mais moi, ce qui me sidère, si vous voulez, c'est la réponse de la ministre, si vous voulez, qui se dit, vous vous rendez compte, j'ai réussi à obtenir qu'on n'augmente pas la fiscalité sur le GNR. Ce qui avait mis le feu d'ailleurs. Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce qui a changé concrètement depuis 9 mois, depuis 10 mois, depuis le début des dernières mobilisations agricoles qui a été allée jusqu'à Paris d'ailleurs? Qu'est-ce qui a changé concrètement? Je vous dis, voilà, ils ne vont pas augmenter la fiscalité. Il y a eu quelques petites simplifications administratives, assez cosmétiques, il faut bien le dire. Des aides à la trésorerie. Les agriculteurs vont pouvoir contracter des prêts à la trésorerie avec des taux bonifiés. Vous voyez, donc on va aggraver l'endettement des agriculteurs sans encore une fois apporter des réponses de fond. Je l'ai dit tout à l'heure, mais le problème, c'est qu'on ne s'attaque pas aux problèmes de fond. Les problèmes de fond, c'est le déséquilibre des rapports de force dans la chaîne, dans la répartition de la valeur entre les agriculteurs, la grande distribution et les industriels. Le problème de fond, c'est la concurrence déloyale qui ne se résume pas au traité de libre-échange avec le Mercosur. Et le troisième problème, c'est la nécessaire déflation normative parce qu'on est en train d'étouffer les agriculteurs. Alors, très concrètement, justement, quelles sont quelque part les 3 principales revendications de façon très concrète? Est-ce qu'il y a, je me souviens par exemple qu'il y avait des questions sur les haies, sur les heures d'arrosage, etc. Quand on avait discuté avec les agriculteurs qui avaient fait toutes ces manifestations. La question des pesticides. Est-ce qu'il y a 3 ou 4 mesures vraiment phares qui sont demandées par les agriculteurs aujourd'hui? Aujourd'hui, vous avez les cultivateurs de betteraves, de noisettes et bientôt ceux des vergers, des pommes et des poires qui demandent par exemple la réautorisation de l'acétamipride, qui est un néonicotinoïde interdit en France depuis la loi Pompili de 2016 et qui reste autorisé dans l'Union européenne. Voilà. Donc là, vous avez une énorme distorsion de concurrence au sein du marché unique, mais c'est même pire que ça. C'est-à-dire que la noisette aujourd'hui est en train de s'effondrer. Une coopérative dans le Lot-et-Garonne est proche des dépôts de bilan parce qu'elle n'arrive plus à récolter, à avoir des récoltes. Voilà. Et la filière betterave, qui est une filière majeure pour notre pays, la filière sucrière, a réussi à passer cette année un peu en serrant les fesses, mais elle a réussi à faire une récolte normale, mais elle est en sursis en réalité. Elle est en sursis. Et dans le même temps, on parle du Mercosur, mais dans le même temps, on importe des centaines de milliers de tonnes de sucre d'Ukraine avec des normes de production. Enfin, je veux dire, en Ukraine, il n'y a même plus de contrôle. Vous voyez, il n'y a même plus de normes, il n'y a plus rien. Et ça, on laisse des couloirs d'importation. On a fait rentrer, finalement, on parle de l'élargissement de l'Union européenne à l'Ukraine, mais en fait, on a déjà fait rentrer l'Ukraine dans le marché unique avec des quotas d'importation qui sont gigantesques et qui concurrencent les agriculteurs européens. Et faut dire ce qui est, et mettent aussi à mal la santé des Français, puisqu'on fait entrer en France je pense notamment aux poulets fermiers qui sont souvent intoxiqués. Oui, élevés par millions, etc. Vous savez qu'on importe, on parle beaucoup du traité de libre-échange avec le Mercosur, du quota de 99 000 tonnes de viande bovine qui serait dans ce traité, mais on importe déjà 300 000 tonnes du Mercosur de viande bovine. Ça, on ne le sait pas, mais les règles de l'OMC permettent au Mercosur de nous inonder de 300 000 tonnes. Et très récemment, la DG Santé de la Commission européenne s'est rendu compte que les contrôles sur la non-utilisation des hormones de croissance pour la viande bovine n'étaient absolument pas fiables au niveau du Brésil. Et que donc 15 à 20% de marge d'erreur sur ce qui a été... Et donc des consommateurs européens et probablement français ont consommé de la viande aux hormones qui venait du Brésil. Voilà, mais ça c'est quand même voilà, c'est scandaleux et c'est surtout ça traduit le fait, encore une fois, qu'au-delà du traité de libre-échange avec le Mercosur, nous sommes dans un système délirant. Où on impose avec le Green Deal, avec Farm to Fork, avec l'ivresse normative que beaucoup ont du mal à en sortir. On impose des normes à nos agriculteurs qui sont énormes. Et dans le même temps, on crée des couloirs d'importation vers l'Union européenne. Je rappelle quand même que la PAC, quand elle s'est fondée en 1960, il y avait une notion essentielle qui était la protection du marché intérieur. On devait protéger le marché commun à l'époque des importations extérieures. Aujourd'hui, l'OMC est en état de mort cérébrale. On est les derniers à respecter les règles de l'OMC dans le monde. Trump et les Chinois ne s'en occupent plus. L'OMC est incapable d'arbitrer les conflits parce que pour différentes raisons. Et l'Union européenne va plus loin que les règles de l'OMC. Elle organise des couloirs d'importation pour concurrencer nos agriculteurs. C'est inacceptable et ça explique ce ras-le-bol des agriculteurs. Et on arrive, je pense, en parallèle et qui est extrêmement lié, et puis là on en parle à l'instant, mais un problème de santé publique
publique qui pourrait arriver au fur et à mesure des années. Alors déjà, nos agriculteurs en sont victimes. Certains ont été touchés par certaines maladies dues notamment aux pesticides, ce qui a fait avancer justement ces normes, certes, mais quand on voit qu'on nous importe ces mêmes produits avec ces mêmes pesticides, ça veut dire qu'on les ingère, ça veut dire qu'on va arriver à un problème de santé publique déjà qui commence, mais qui arrivera de plus en plus dans les prochaines années, avec des cancers, avec des déformations, avec des malformations à la naissance. C'est un vrai problème pour que les gens comprennent, puisque si on n'est pas touché par la cause des agriculteurs, ce que j'ai déjà du mal à comprendre, mais c'est une autre chose, c'est qu'en fait, il faut penser à votre santé. Si vous êtes un minimum, au moins à faire attention à votre santé, si vous faites du sport, etc., en fait... Mais vous savez, c'est totalement assumé par la Commission européenne. Vous avez des produits phyto qui sont interdits dans l'Union européenne, mais qu'on tolère à l'importation. C'est-à-dire que vous avez des limites maximales résiduelles qui sont à des seuils de tolérance et qui donc acceptent le fait qu'il puisse y avoir des résidus de ces pesticides interdits dans les importations. Et ça, c'est assumé par la Commission européenne au prétexte du commerce. C'est-à-dire qu'on met en danger la plus importante, c'est la santé. concurrence. Exactement, et le commerce. Ouais. Et il ne faut pas gêner le commerce. Et donc, finalement, on concurrence de façon déloyale les agriculteurs. Et en plus, vous le dites bien, effectivement, on met en danger la santé du consommateur, ce qui est hallucinant. Totalement. Merci beaucoup.